Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence du Space Forum où nous allons donc nous poser cette question. Un environnement spatial durable est-il possible? D'après les derniers chiffres publiés cet été par l'Agence spatiale européenne, l'espace est encombré par plus de 40 000 débris de plus de 10 cm, 1 million de 1 à 10 cm et 130 millions d'une taille d'1 mm à 1 cm. Cette prolifération de débris laisse poindre d'importants risques de collision en orbite, d'autant que l'arrivée des méga-constellations encombre également l'espace. Starlink a indiqué avoir réalisé 50 000 manœuvres d'évitement en l'espace de 6 mois. Donc, pour éviter la catastrophe, des solutions de surveillance de l'espace émergent à base de télescopes, de radars, de lasers. On parle même d'aller capturer des débris avec des bras robotiques. Reste encore à savoir qui va payer pour tous ces nouveaux services. Et pour évoquer tous ces sujets, j'ai à mes côtés 4 invités. Hélène Blanchard, responsable des programmes de sécurité dans l'espace chez Ariane Group. Philippe Blatt, directeur général d'Astroscale France. Christophe Bonal, responsable du comité débris spatiaux au sein de l'International Academy of Astronautics et ingénieur système senior chez Maya Space. Et enfin, le général Fredling, cofondateur et CEO de Lookup Space. Alors, pour commencer, je me tourne d'abord vers Christophe Bonal. Quand on évoque cet encombrement de l'espace, de quoi parle-t-on précisément? De quelle orbite? Où est l'urgence finalement aujourd'hui? Je crois qu'il y a un truc, si vous me permettez, je suis ces trucs-là depuis 1987. Okay, et ce que je dois noter, c'est un changement radical de ce qu'on a au-dessus de nos têtes, une divergence. On est dans une situation aujourd'hui qu'on ne connaissait pas avant, où typiquement on a vraiment 2 zones maintenant distinctes dans l'espace. Tout ce qui est au-dessus de 700 km, 700 jusqu'à 1500 mettons, est dominé par les collisions. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler. Une majorité de débris qui font des petits par collision mutuelle et qui ont entraîné une divergence avec une augmentation non contrôlée du nombre de débris. Voilà. On entend souvent dire est-ce qu'on va atteindre le syndrome de Kessler ou autre? Non, il est là, bien. On le voit très bien sur toutes nos simulations et autres. Et donc ça, c'est un domaine sur lequel la solution, telle qu'on l'a exprimée d'ailleurs très clairement à l'IADC, à l'unanimité des 13 pays membres de l'IADC, ça suffit pas d'avoir des règles de propreté, il faut aller nettoyer. Et donc ça signifie, là-haut, on a 3 priorités. Primo, être dans cette zone-là, être propre, c'est-à-dire suivre la réglementation internationale. Secondo, savoir ce qu'on a au-dessus de nos têtes. Et ça, c'est fondamental. On reviendra évidemment beaucoup dessus. Et tertio, interagir, intervenir, nettoyer. Voilà. L'autre domaine, en dessous de 700, qui n'existait pas avant. Alors pourquoi en dessous de 700 ou en dessous de 650? En dessous de 650, on a encore pas mal d'atmosphère qui permet de nettoyer naturellement. Et là, on a beaucoup moins de débris. Ce qu'on a vraiment, c'est une congestion, un nombre très important de satellites, notamment de satellites actifs. Alors il n'y a pas que Starlink, bien sûr, mais et ça, comme ça a été souligné précédemment, aujourd'hui on a dépassé les 10 000 satellites actifs. Il y a 10 ans, il y en avait 2000, je crois que j'ai lu ton article il y a 5 ans, 2000, il y a 10 ans, il y en avait moins de 1000. Et malheureusement, d'ici 2030, alors si on est optimiste, il y en aurait 30 000. Si on est un peu pessimiste, il y en aurait 100 000. Donc on va voir. Et ça c'est quelque chose, il faut bien comprendre, c'est quelque chose qui est instable. Comme vous l'avez dit, Starlink a déjà manœuvre 50 000 fois en 6 mois. Bon, c'est quelque chose, et évidemment, le nombre de manœuvres est grosso modo proportionnel au carré du nombre de satellites. Donc c'est quelque chose qui diverge complètement. Et donc là, on a 3 actions fondamentales. C'est primo, être propre, une fois de plus. Secondo, savoir ce qu'on a au-dessus de nos têtes, une fois de plus. Et tertio, bien mettre en œuvre tout ce qu'on appelle le Space Traffic Management, coordination, les règles de vie ensemble, les échanges entre opérateurs et autres. Et ça, c'est pas facile. Alors, Général Fredling, bon, vous aussi, vous connaissez le sujet sur le bout des doigts, parce qu'avant de fonder Lookup Space, vous étiez
commandant de l'espace, une expérience dont vous avez tiré un livre, dans lequel vous parlez, il y a plein de sujets qui sont évoqués, notamment les risques entraînés par ces collisions de débris. Et j'ai retenu une phrase: un débris de 10 cm peut avoir le même effet que 240 kg d'explosifs de TNT. Bon, ça fait un peu peur. Est-ce qu'on est certain de sortir de cette situation qui est aujourd'hui un peu hors de contrôle? Bon, la bonne nouvelle, c'est que le pire n'est jamais certain. Maintenant, il est quand même potentiellement devant nous. Moi, j'aime à dire que l'évolution, je ne dis pas l'environnement orbital, je dis l'évolution de l'environnement orbital est presque hors de contrôle aujourd'hui. Voilà. Et d'ailleurs, je défie quiconque de me dire comment on contrôle. Il n'y a pas de contrôle en réalité, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Et donc, comme je le disais, le pire n'est jamais certain. La bonne nouvelle également, c'est qu'il y a des initiatives. Il y a d'abord une prise de conscience. Ça, c'est assez nouveau, il me semble. Il y a des précurseurs, hein, Christophe en est un, Juan Carlos Dourado, mon associé, cofondateur, qui a écrit de nombreuses publications scientifiques et qui est dans la salle, en est un autre, qui ont alerté sur ces sujets-là. Mais ce qu'on observe, c'est quand même que la communauté internationale, que ce soit les opérateurs, que ce soit les acteurs donc publics ou privés, fait de ce sujet une priorité aujourd'hui. Et ça s'appelle la Space Sustainability, donc la durabilité de l'espace. Vous avez des sommets qui s'organisent un peu partout dans le monde aujourd'hui où ça devient le vrai grand sujet, parce que ce qui est en jeu, c'est existentiel pour toute l'économie spatiale, et pas uniquement pour les opérateurs, mais derrière pour tous les services que ça offre sur Terre dans toutes les verticales d'industrie. Moi, j'aime bien citer aussi cette introduction là, du dernier rapport du Forum économique mondial et de McKinsey, hein, qui est sorti au printemps, qui dit que l'espace est passé d'une situation de niche à l'omniprésence dans toutes les verticales d'industrie ou d'activité de l'homme sur Terre. Et donc, si on n'adresse pas ce sujet de la durabilité de l'espace, des orbites et des activités, des infrastructures spatiales, les conséquences vont être dramatiques. Donc voilà la bonne nouvelle. Ça veut dire aussi qu'il faut, et ça Christophe l'a dit, il faut développer des normes, il faut développer des règles, il faut développer des capacités. Il faut sans doute aussi développer une autonomie, une souveraineté à l'échelle européenne. Voilà. Alors, Hélène Blanchard, cette situation donc, là qu'on a commencé à décrire rend d'autant plus indispensable la visualisation de la situation spatiale. Et ce que vous faites finalement au sein d'Ariane Group avec le programme Helix, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, tout d'abord, donc effectivement, la surveillance de l'espace, puis ensuite la visualisation de l'espace vont être vraiment quelque chose d'essentiel dans la mesure où on va vouloir commencer à avoir un espace durable. Mais avant d'avoir un espace durable, il faut déterminer ce qu'est un débris, l'identifier, l'observer, le caractériser par rapport aux objets spatiaux dans les différentes orbites. Et une fois qu'on va pouvoir être amené à faire ça, on va pouvoir effectivement commencer à constituer une situation spatiale qui est vraiment indispensable tout simplement pour prendre des décisions, pour agir et manœuvrer le cas échéant. Et puis, ça va être également un moyen de protéger les moyens spatiaux vis-à-vis des menaces, comme celle des débris. Et puis enfin, de concourir effectivement et répondre aux enjeux nécessaires à les besoins amplifiés d'usage de l'espace, et donc de sécuriser l'espace. Il y a 15 ans, lorsqu'Ariane Group a décidé de faire de la surveillance de l'espace, nous étions précurseurs, parce qu'on avait déjà compris les enjeux futurs spatiaux et les usages, parce que simplement, dans nos métiers, nos compétences, on a vraiment cette connaissance des grands systèmes spatiaux et des besoins associés. Donc maintenant, on a Helix, qui à l'horizon de 2025 sera le plus grand réseau de stations sol dans le monde européen, voilà, pour l'Europe, privé. Et ce réseau nous permet effectivement de capitaliser et de mettre toutes ces stations au sol de manière soigneusement choisie, de façon à pouvoir couvrir l'ensemble des orbites, leur observation, cataloguer les objets, les caractériser, et puis après, effectivement, dresser une carte précise, une cartographie précise qui permettra effectivement de regarder et de visualiser et de constituer une situation spatiale en temps réel.
Ce qu'il faut également indiquer, c'est qu'on a commencé il y a une quinzaine d'années. Donc maintenant, on a 10 ans de retour d'expérience de données communiquées tous les jours à nos clients. Donc des millions de données accumulées qui nous permettent vraiment maintenant d'avoir un catalogue d'objets et de suivre ce catalogue d'objets de manière quotidienne. Donc c'est ce qui va vraiment être les enjeux du futur en termes de surveillance de l'espace. Alors Philippe Blatt, donc vous avez pris la tête d'Astroscale France à Toulouse, une filiale du groupe japonais qui a l'ambition de déployer des services en orbite et voilà, notamment d'aller récupérer des débris. Mais avant d'en arriver là, il y a encore beaucoup d'étapes à valider. Je crois qu'à Toulouse, vos équipes cherchent déjà à identifier quels débris il faudrait enlever en premier, quoi. Exactement. Merci Florine pour cette question. Ça va me permettre d'expliquer très brièvement la stratégie d'Astroscale en 3 points, en 3 étapes: la techno, la réglementation et l'étude de marché. Et pour faire l'étude de marché, on a besoin de données de Helix, on a besoin des données de Lookup Space. On a d'ailleurs travaillé avec le CNES pendant 9 mois pour identifier non pas une cartographie exhaustive, non pas les cibles prioritaires, mais les cibles candidates françaises institutionnelles. Parce que bon, ce qu'on apprend quand on travaille dans l'espace, que je fais depuis un certain temps, la première chose qu'on apprend, c'est l'humilité. Donc c'est difficile et donc on essaye de réussir les missions que l'on veut faire. Et dans cette étude, on a identifié, on a cartographié, on a ranké les cibles qui étaient le plus facilement accessibles à cause de leur altitude, de leur orbite, de leur tumbling, la façon dont elles tournaient. Parce que l'objectif, c'était pas seulement de les identifier, c'était derrière de préparer une mission qui irait les enlever. Et l'objectif, c'est qu'elles réussissent cette mission. C'est une mission de démonstration. Voilà ce qu'on a fait. Et dans ces cibles, on trouvait, c'est ça, des corps de fusée d'Ariane, c'est ça? Alors, on trouvait des choses qui ont été faites par Hélène, des corps de fusée Ariane 4, Ariane 5, et sans donner de détails, des satellites institutionnels français bien connus qui ont cessé de vivre il y a plus d'une vingtaine d'années et qui sont mondialement connus. Mais pour aller un petit peu plus loin, ça, c'est les données au sol qui nous permettent de déterminer ça, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il nous faut, c'est aussi des données in situ. Et Astroscale a lancé en février de cette année un satellite qui s'appelle ADRAS-J, qui est un satellite qui s'est approché à moins de 50 mètres d'un corps de fusée qui s'appelle H2A. C'est un lanceur, un étage supérieur de fusée qui fait la taille d'un camion de 45 tonnes, même s'il ne fait que 2 tonnes. Mais le poids dans l'espace a peu d'importance. Par contre, le volume, c'est le volume d'un camion de 45 tonnes qui tourne au-dessus de nos têtes à 600 km pour montrer un petit peu le danger, de façon non pas aléatoire, mais suivant plusieurs axes. On s'en est approché à moins de 50 mètres. S'en approcher ne sert à rien si on n'arrive pas à être fixe par rapport à l'objet, puisque ultimement, l'objectif est de l'attraper. Et on n'attrape pas un objet qui bouge. Donc il faut arriver à développer les algorithmes in situ qui permettent de valider la mission d'après. Et la mission d'après, c'est la mission ADR. C'est la mission de désorbitation. Les initiatives sont lancées au Japon, les initiatives sont lancées au Royaume-Uni. Les initiatives commencent en France. Du coup, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que quand on évoque tous ces millions de débris, on est un peu démuni, on peut être un peu découragé, mais en fait, finalement, ce que vous disiez aussi, Christophe Bonal, en préparant cet échange, c'est qu'en fait, il suffirait d'en enlever un petit peu chaque année pour arrêter, stopper un peu cet encombrement de l'espace. Oui, c'est très contre-intuitif, parce qu'on les compte par milliers, etc. Et on montre que si on était propre, alors il suffirait d'en retirer, je mets le suffirait entre guillemets, il suffirait d'aller en rechercher une dizaine par an. Alors bien sûr, les pires, les plus gros, les plus dangereux, parce que ce sont les gros qui sont source de petits, et c'est les petits qui tuent les satellites. Et donc là, on a établi une liste dont Philippe parlait, on a établi au niveau international une liste avec les 50 prioritaires. Et donc là, je tiens à dire quand même, la France, on est très bon, parce qu'on est très propre. Il faut garder en tête quand même, et c'est fondamental quand on va parler réglementation et internationale, 97,5% des débris en Léo, c'est États-Unis, Russie, Chine. Donc le genre de forum de la tribune, là, il faut le faire États-Unis, Russie, Chine. C'est très clair. Qu'on l'exporte. Voilà. Donc on est très en avance, on est très
précurseurs avec les initiatives aussi bien au point de vue observation, donc Hélène et les collègues, aussi bien au point de vue préparation du nettoyage orbital, mais je rappelle par exemple qu'on a eu encore un étage d'Atlas américain, Atlas Centaure, qui a explosé il y a une dizaine de jours. C'était le 4e de suite, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune annonce, et donc là, les débris se comptent par milliers. Et on peut ajouter une longue marche 6 qui a explosé début août également, à 800 km. Qui était le sixième longue marche 6 comme ça, a explosé. Et on est passé d'ailleurs de 36 000 à 40 000 débris de plus de 10 cm en quelques mois. Enfin. Et après, aujourd'hui, en fait, pour localiser les objets, il y a encore pas mal de fausses alertes. Alors, il y a l'ancien monde et le nouveau qui se promet demain. C'est jusqu'à maintenant ce qu'on disait comme ordre de grandeur, mais Juan Carlos me corrigera si je dis une bêtise, mais on disait qu'on sait à peu près où un objet à, mettons, 100 mètres près. Alors pour les puristes, 100 mètres à 1 sigma. Bon, donc quand on a un risque de collision entre deux objets qui font, je sais pas, 1 ou 2 mètres, bon, on dit qu'ils vont avoir une collision là, à plus ou moins 300 mètres près chacun. Et là, ça veut dire qu'on n'en sait absolument rien. On suspecte que ça pourrait ne pas aller trop bien, mais voilà. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, ou hier, disons, on avait 99,99% de fausses alertes. Et donc, le CNES, à un moment, on avait 3,5 millions de conjonctions par an. Et et ça c'est pas soutenable. Il faut absolument améliorer. Et donc, je compte énormément justement sur les initiatives. Alors, institutionnelles, il faut quand même parler de USST par exemple, privées, donc les 3 dont on a parlé là, pour améliorer drastiquement cette précision. Le challenge, c'est il faut passer de 100 mètres à 10 mètres ou à 1 mètre. Et là, on a pas mal de publications qui montrent que si c'était le cas, alors la situation deviendrait un peu plus tenable. Mais donc l'objectif est très clair pour vous, il faut passer à 10 mètres. Oui, justement, par rapport à ce point-là, effectivement, donc il faut avoir bien en tête que la surveillance de l'espace et la visualisation, ça va permettre d'avoir de la carte routière pour effectivement, après, permettre des opérations vraiment et d'avoir une carte routière la plus précise possible. Donc effectivement, c'est comme une course d'orientation, on va chercher où est l'arbre à tel endroit, etc. Effectivement, Ariane Group développe dans ce sens-là tout ce qui va être des technologies laser, de la télémétrie laser, où on va venir mesurer l'impulsion laser et mesurer entre la station et le débris ou l'objet le temps que va mettre cette impulsion laser à revenir. Et avec ces ces possibilités de télémétrie, on va commencer à pouvoir acquérir des précisions de l'ordre de la dizaine de mètres. Et effectivement, quand on va vouloir faire de la dépollution, ou en tout cas agir dans l'espace, ça va être vraiment quelque chose, la précision dont on a besoin. Voilà, donc effectivement, et ce qu'il faut avoir en tête aussi, lorsqu'on travaille sur de la télémétrie laser, il faut penser qu'on part depuis le sol vers l'espace, donc on se doit de faire ça sans danger pour les personnes et pour la sécurité aérienne. C'est ce qu'on fait côté Ariane Group, et ça, c'est vraiment, on peut le dire au niveau européen, en France, on a des technologies qui vraiment sont capables de se challenger par ailleurs par rapport aux autres dans le monde. Et puis également, quand on parlait de précision, il faut quand même aussi parler de quantité d'objets, de cataloguer le nombre d'objets. Et c'est vrai que quand on fait de l'observation comme on le fait, on a besoin d'augmenter la quantité d'objets et en particulier d'aller voir le plus nombre d'objets en léo, puisque c'est ce que vous soulignez, c'est qu'entre 500 et 700 km, il va y avoir de plus en plus d'objets. Enfin, ils sont déjà présents. Et donc, il faut être capable de cataloguer de plus en plus. Et ça, la façon de le faire, ça va être d'augmenter la capacité d'observation et de voir de jour. C'est ce qu'on va faire avec des technologies infrarouges. On va pouvoir s'affranchir du fond de ciel et observer de plus en plus d'objets, puisque à la fois il faut de la précision et à la fois il faut être capable de cataloguer le maximum d'objets pour fournir le bon itinéraire, la bonne carte routière pour amener les personnes à pouvoir dépolluer le cas échéant. Et alors, Général Freining, vous, avec votre réseau radar, vous visez l'ambition, c'est une précision de l'ordre du centimètre, c'est ça? Alors, ça, c'est pas la précision, c'est la capacité de détection en termes de taille d'objet. On ne dit pas 1 centimètre, on dit de la classe centimétrique. Voilà. Restons humbles, comme le disait Christophe, mais ambitieux malgré tout. Oui, nous, on a fait le choix de la technologie radar.
Donc Ariane Group fait le choix de la technologie optique, c'est une technologie différente. L'immense avantage de la technologie radar, c'est qu'elle est insensible aux conditions météo, elle est insensible aux conditions d'éclairement. Elle permet de faire à la fois, sous réserve que le design du radar le permette, ce qui est le cas des nôtres, de faire de la détection et du tracking. Donc c'est un radar multifonction. Ça permet d'avoir une très grande précision. Mais au-delà de la techno et de l'objet, ce qui est important, et ça Hélène l'a souligné, c'est la force du réseau. Donc on va déployer un réseau de radars de façon à avoir une cartographie temps réel, exhaustive, précise. Alors temps réel, c'est pas du temps réel, on est tous d'accord, c'est du timeliness, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais c'est le bon temps pour faire de la bonne prévision avec une précision maximale et réduire ce nombre de fausses alarmes, parce que le chiffre que donnait Christophe tout à l'heure, c'est un chiffre qui s'applique à la population orbitale d'il y a encore quelques années. La population orbitale va encore être multipliée par 4 ou 5 dans les 5 prochaines années. Donc on ne peut pas du tout rester sur ces modes de calcul, sur ces précisions-là. On a clairement besoin d'aller vers davantage de précision, réduire le taux de fausses alarmes et manœuvrer à bon escient, parce que ça va devenir extrêmement compliqué pour les opérateurs d'évoluer dans un environnement aussi congestionné et aussi risqué. Ça va devenir très compliqué et très coûteux, je dirais. Donc là, il y a un vrai enjeu aussi pour les opérateurs eux-mêmes et qui en prennent conscience vraiment aujourd'hui. Alors, Hélène Blanchard, vous avez expliqué l'avantage de la technologie laser il y a quelques instants, mais par rapport au réseau de télescopes, quelle est la valeur ajoutée par rapport à d'autres Effectivement, c'est ce que disait Michel, c'est la force du réseau, c'est cette redondance-là, la capacité à voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'avoir une capacité alors effectivement, sur le temps réel, je suis d'accord, mais d'avoir une image rafraîchie suffisamment de manière à ce qu'on puisse prendre des décisions, voilà, permettre la décision aux gens qui ont à prendre des décisions. Vraiment, cette redondance-là permet effectivement d'accroître le nombre d'images, du nombre de données qui permettent d'avoir quelque chose de sûr, fiable et redondant dans la donnée, c'est-à-dire être capable de compléter cette donnée par d'autres informations qui vont permettre d'agir. Alors, Philippe Blatt, vous réfléchissez aussi à l'étape d'après, donc pour aller récupérer les débris. Vous avez commencé un petit peu à en parler. Il y a des technologies avec des bras robotiques, une autre technologie avec de l'aimantage. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? Comment ça marche ? Juste un mot, optique radar, pour moi, il n'y a pas d'opposition. C'est connu dans l'observation de la Terre, ça a toujours été fait. L'Italie travaillait sur le radar, comme l'Allemagne, la France était plutôt sur l'optique. On a toujours fait de la fusion de données. Et dans le domaine qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est le positionnement et le tumbling, c'est-à-dire la rotation des objets. C'est deux choses dont on a besoin pour prévoir une mission. Maintenant, les deux types de missions sur lesquelles on travaille chez Astroscale, premièrement, les cibles sont préparées, c'est-à-dire le satellite, avant d'être lancé, on l'a équipé pour pouvoir être désorbité. On lui a collé une plaque magnétique qui est la taille d'une assiette, et puis on envoie un satellite. Il a un bras électromagnétique qui vient aimanter la cible et il la désorbite. Ça a été réalisé en Angleterre il y a 1 an. Ça va être à nouveau fait plusieurs fois au Royaume-Uni l'an prochain. Ça ne permet pas de faire de la réentrée contrôlée parce que la traction électromagnétique n'est pas suffisante pour pouvoir réentrer avec l'objet. Malgré tout, ça permet de le changer d'orbite, de le désorbiter. Deuxième mode, la suite de la mission ADRAS-J dont j'ai parlé, qui s'appelle ADRAS-J2, qui va utiliser toutes les données qui ont été récupérées par la première mission, et notamment l'analyse de la structure fine de l'étage supérieur de lanceur pour savoir à quel endroit l'attraper. Parce que l'objectif, c'est d'attraper un objet qui fait 2,5 tonnes dans l'espace. Le poids n'est pas important, mais la masse est importante. Et donc, il faut que ça tienne, tout simplement. Et on l'attrape avec un bras robotique. Là, elle n'aura pas été préparée. Ce sont les deux technologies. Satisfaisante, pas satisfaisante. À court terme, est-ce qu'on peut établir un service avec ces technologies-là ? Il faut l'étudier. C'est pour ça que nous, on investit énormément, et la France, c'est sa mission, c'est de passer à des missions 2.0, c'est-à-dire ne pas seulement faire des études de faisabilité, des démonstrateurs de faisabilité, mais utiliser toutes les informations des analyses de faisabilité et des missions en orbite pour, par exemple, travailler sur des satellites qui sont capables de faire
plusieurs missions, donc durer plus longtemps. Une des solutions, c'est propulsion électrique, pour pouvoir durer plus longtemps. Et ultimement, avoir un satellite qui est capable de sauter d'une orbite sur l'autre, aller observer plusieurs cibles et aller en désorbiter tout autant. Voilà. Oui, par rapport le satellite tout électrique, parce que celui qui est chimique, du coup, on ne peut pas forcément pas le recharger. L'électrique se recharge, le chimique difficilement, il y a des missions de refueling, mais s'il fallait en plus envoyer un satellite pour refueler un satellite qui est censé désorbiter des satellites, la chaîne n'en finit plus. Donc on est sur un satellite électrique, mais croyez bien que quand on en parle comme ça, ce sont des mots, le storytelling est simple, mais c'est extrêmement compliqué. Tous les gaps technologiques qu'il faut franchir, les orbites d'approche d'une cible en électrique et en chimique n'est pas la même. Donc tout ce qui a été validé jusqu'à présent en chimique va devoir être revisité avec quand même pas mal d'expérience, avec une propulsion différente. Le mécanisme d'accrochage est aussi un sujet sur lequel on travaille. C'est extrêmement compliqué. Le réseau sol, pour avoir une meilleure autonomie bord, pour éviter d'avoir un contrôle par le sol trop répété. Parce qu'il faut que l'autonomie des satellites de désorbitation soit grande si on veut en arriver à la fin à une notion de service. Trop d'opérations sol, trop de coûts. Alors, Astroscale et d'autres sociétés qui sont sur le même marché, vous avez pour l'instant essentiellement des contrats avec des agences. Mais alors, quid du secteur privé? Général Freding, on en parlait en préparant la table ronde. Vous me disiez il va falloir voir quel sera le rôle des opérateurs et peut-être même des assureurs. Oui, les opérateurs, je le disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience. Moi, ce qui est amusant, c'est de voir qu'il y a 2 ans, lorsque j'ai créé la société avec Juan Carlos, souvent la réponse que nous avions le plus souvent de la part des opérateurs en orbite basse, puisque nous, on ne s'intéresse qu'aux orbites basses, c'était merci, mais non merci. Enfin, en gros, voilà. Pourquoi est-ce que j'achèterais un service alors qu'il y a quelque chose de gratuit fourni par les Américains d'ailleurs principalement et maintenant un peu par USST. Nous sommes 2 ans plus tard et aujourd'hui le discours a changé. C'est oui, expliquez-nous ce que vous faites. Ça commence à intéresser davantage. Et on va progressivement parce que, encore une fois, l'évolution de l'environnement orbital est telle vers un intérêt qui va être un intérêt réel, marqué, avec le willingness to pay, comme on dit, pour avoir des services pour assurer la navigation en toute sécurité dans un environnement compliqué. On est aidé en cela d'ailleurs, et j'aurais pu le dire en réponse à votre première question, par des initiatives quand même. Il y a l'évolution récente de la loi sur les opérations spatiales, qui a un chapitre important sur la sécurité des activités en orbite, et sans doute, on l'espère, sa déclinaison au niveau européen. Et il faudrait, pour rebondir sur ce que disait Christophe, que ça soit aussi partagé par d'autres communautés à l'échelle internationale. Donc tout ça va dans le bon sens. Maintenant, sur les assureurs, là aussi, depuis 2 ans, j'ai observé un changement de discours des assureurs qui sont de plus en plus intéressés par ces questions-là, parce qu'eux aussi sentent qu'il se passe des choses, que l'assurance du domaine spatial, ce n'est pas un secteur qui est rentable aujourd'hui. Très peu de satellites sont assurés en orbite, je crois que c'est moins de 10%. C'est ridiculement faible. Donc l'assiette d'assurance par rapport au coût des dommages lorsqu'il y a un accident, c'est absolument pas rentable. D'ailleurs, certains acteurs ont jeté l'éponge, à Allianz par exemple. D'autres sont encore là, mais se posent des questions. Et donc je pense que moi, j'ai l'intuition qu'on a intérêt à un moment donné à se mettre autour d'une table entre les acteurs institutionnels, donc les régulateurs quelque part, les opérateurs, les assureurs et les acteurs de la sécurité spatiale pour trouver, je dirais, un équilibre qui soit bénéfique à tout l'écosystème. Je veux dire, les assureurs, j'irais même jusqu'à dire que, et là ça fera peut-être sur les opérateurs, mais il faudrait que les assurances soient obligatoires dans l'espace. Elles l'ont été à un moment donné dans le domaine aérien ou dans le domaine terrestre ou naval. Il faudrait que tous les opérateurs spatiaux soient assurés. D'ailleurs, si 100% des satellites étaient assurés, les primes d'assurance seraient sans doute beaucoup moins élevées. Mais les assureurs sans doute accepteraient d'assurer si les opérateurs se dotent de services que nous, on est prêt à fournir, évidemment. Donc tout ça serait un cercle vertueux dont tout le monde bénéficierait. Voilà. Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les assureurs s'intéressent de plus en plus au sujet. Du coup, pour que... Quand on parle de modèle économique, Christophe Bonal, vous croyez en l'ère des camions Darty en orbite.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer? L'un des gros problèmes pour aller rechercher des débris, comme cherche à le faire Philippe, c'est qui paye. Et donc pour ça, on a beaucoup étudié les solutions. Alors, soit on pense à l'ONU, soit on pense à... Et bon, pour le faire court, la solution qui tient le plus la route, c'est d'avoir ce qu'on appelle des in-orbit servicing, c'est-à-dire un service en orbite régulier, comme celui qui est étudié, là, et où c'est mon image de camionnette Darty, je pense que je n'ai pas le droit de citer le nom, mais voilà, et qui le lundi va refueler un satellite, le mardi va le réparer, le mercredi va en changer d'orbite de l'un à l'autre, le jeudi, en fait, et le dimanche, pour respecter la réglementation, il se désorbite de façon contrôlée. Et là, on lui dit, tiens, quand tu te désorbites, sois sympa, tu récupères le débris le plus proche de toi. Et là, quand on voit donc cette camionnette, elle est déjà dotée de tout ce qu'il faut pour faire du rendez-vous. Elle a suffisamment d'ergols, elle a peut-être déjà les bras robotiques. Et donc le coût d'une opération de ce genre-là devient marginal. Et là, on a vu, il y a même des opérateurs traditionnels où quand on en discute avec eux, ils disent là ça m'intéresse pour l'image, donc on serait prêt à le faire. Et bon, c'est pas un secret, mais par exemple on travaille avec Astroscale en ce moment justement pour faire ensemble notre camionnette Darty. Et voilà. Et donc on l'a dit un peu au début, mais du coup là vous avez rejoint récemment Maya Space. Ouais. Et alors au niveau Maya Space, donc start-up où on est en train de bâtir un nouveau lanceur, qu'on espère va voler en 2026. Soit très clair, donc c'est du privé, c'est de l'initiative, start-up privée. On rencontre, c'est 1, 2, 3, 4 tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, Hélène, on l'a rencontrée, je sais pas, il y a 2 mois à peu près. Nous, on bosse très fréquemment ensemble. On se voit là début octobre. Je vois Aldoria jeudi. On discute avec eux sur une base quotidienne, de manière à construire quelque chose ensemble. Et pour parler des technologies, personnellement, mais c'est vraiment ma vision, je pense que ce qu'il y a, c'est vraiment ces différentes technologies sont toutes complémentaires. C'est-à-dire vraiment ce dont on aura besoin à un moment, c'est radar, télescope, laser depuis l'espace aussi. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Et Maya, on s'est donné un objectif, alors on est terriblement ambitieux ou utopiste, ou disons, mais à chaque lancement, one up, one down, à chaque lancement, on finit la mission en désorbitant un débris. Voilà. Et ça, c'est challenging. Et donc effectivement, Philippe Blatt, donc vous parliez de ce projet de satellite tout électrique qui pourrait aller récupérer plusieurs débris. Ça permettrait du coup aussi de casser les coûts du service. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Astroscale est une société dont l'objectif est faire du service en orbite. La technologie n'existe pas, donc on l'a fait. Je vous ai dit 3 axes. La techno, la législation, les analyses de marché. Pour revenir sur les financements publics-privés dont vous parliez, c'est très important, mais il y a une notion qui est... Il y a des modèles qui existent. Il y a les modèles des lanceurs qui existent, et l'observation de la Terre, c'est pareil. Et les services en orbite, c'est pareil. La technologie, quand on les développe, elle est duale. Les technos qu'on développe sont duales, c'est-à-dire elles sont aussi bien à des missions civiles qu'à des missions militaires. Et donc il y a un côté très sensible dans ces technologies qui sont développées. Et donc à l'origine, les investissements qui sont nécessaires ne peuvent être qu'institutionnels. Il y a une infrastructure à développer. Les premiers lanceurs qui ont été développés, même si derrière ils ont eu un apogée commercial bien connu, ont été développés pour la souveraineté de la France à l'accès à l'espace. Là, c'est la souveraineté de la France ou de l'Europe pour l'accès aux services en orbite. Après, une fois que nous travaillons sur les études de marché en même temps, et c'est un problème de timing. On travaille également sur les études de marché parce que bien sûr qu'on essaye de trouver ce fameux Graal qu'est le business plan qui permettrait d'équilibrer tous les comptes. Mais pour avoir un business plan solide, il faut une législation. Et pour avoir une législation, la LOS 2 est sortie, va sortir. Vous voyez la difficulté de la loi spatiale européenne, le temps que ça prend. On ne peut pas attendre que la législation soit en place pour avoir un business plan, pour obtenir des budgets financiers privés qui permettent de développer une filière. Il faut tout faire en parallèle. Si on ne développe pas la filière,
et que la législation est en place, tous ceux qui l'auront développée remporteront tous les appels d'offres. Et oui, vous vouliez aussi lancer une petite alerte sur le fait que si ça n'est pas en France, d'autres ailleurs le feront. Mais le ciel peut attendre, hein, c'est un film bien connu. Dans l'occurrence, je pense qu'il ne peut pas attendre que les services en orbite, beaucoup de pays, et il faut prendre des pays qui nous ressemblent en termes de capacité financière. Le Royaume-Uni, le Japon nous ressemblent en termes de capacité financière, et le Japon en particulier en termes d'expérience au niveau scientifique, au niveau de l'espace. Ils ont lancé ces initiatives, je dirais, ils ont 3-4 ans d'avance. Ils ont déjà des satellites en orbite. Il faut 3 ans pour lancer une mission. On peut y aller de façon beaucoup plus rapide parce qu'on a un héritage. Donc on peut aller beaucoup plus vite. On a une agence qui est extrêmement efficace. Mais il faut une volonté maintenant financière, je dirais, pour le faire. Alors, du côté Look Up Space, quelles sont les prochaines grandes étapes pour vous Alors nous, on a une très très grande étape qui est la mise en service du premier radar en métropole. De façon générale, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc on a sécurisé 20 millions d'euros de financement public et privé. Donc on a le soutien de l'État à travers France 2030, bien sûr, mais aussi de l'Union européenne à travers le IC Accelerator. Tout ça nous permettra de mettre en service notre premier radar, notre premier démonstrateur de radar qui sera en Lozère. Donc ça c'est public, on n'a pas encore dit où exactement. Les travaux ont commencé, donc j'aurais pu vous mettre des photos à l'écran, mais pour le moment on est au stade du BTP, donc c'est une magnifique dalle de béton avec des plots d'ancrage réglés au centimètre près. L'intégration du radar commence à la fin du mois. Et ensuite, on rentrera en phase d'essai, de qualification au premier semestre 2025. Donc ça, c'est vraiment notre grand jalon. Par ailleurs, on continue le développement de notre plateforme digitale, puisqu'on a l'ambition de fusionner la donnée, d'être agnostique à la donnée, donc laser, optique, RF, avec des fonctionnalités, avec une roadmap qui est bien établie. Et enfin, on travaille déjà sur le déploiement du 2e et du 3e radar en Polynésie en 2026-27, avec le soutien sans doute, et on l'espère, de l'Union européenne. Et oui, et pour ces radars, c'était important pour vous de faire du Made in France, de les implanter en France Oui, on a cette chance incroyable d'avoir, et en fait, quand on regarde dans le monde, je crois qu'il n'y a pas d'autres pays, même les Américains n'ont pas ça, et même le Royaume-Uni, qui était quand même une grande puissance coloniale, d'avoir encore des territoires ultramarins, idéalement situés en latitude et en longitude. Donc on va tirer profit de cet avantage qu'on a pour nous établir sur des territoires qui sont encore des territoires français. Voilà. Et oui, Hélène Blanchard, je crois que vous vouliez aussi lancer un message pour... Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé de pas mal de collaboratifs et du pouvoir institutionnel. Effectivement, on a quand même des initiatives significatives en Europe, en tout cas sur la surveillance de l'espace, qui est éminemment duale, donc qui profitera effectivement à tout ce qu'on parle de durabilité de l'espace, mais par les fonds européens de défense, on est capable quand même d'aller faire les montées de roadmap, de feuilles de route sur les technologies, toutes les technologies dont on a parlé aujourd'hui, en particulier, et qui vont même jusqu'à l'intégration des données dans des commandes and control et de travailler l'interopérabilité. Effectivement, la France est leader sur la partie équipe France, mais l'Italie est également coordinateur de ce consortium, c'est Leonardo. Et vraiment, la projection, c'est d'avoir la feuille de route collaborative et à la fois qui permettra de donner quand même une projection sur ces sujets éminemment duaux. Et on fait partie de ce consortium, je tiens à le dire. Oui, voilà, on est 47 industriels. Voilà. Peut-être un mot pour conclure, du coup, Christophe Le Bonnet. Il y a un élément fondamental, c'est l'urgence. Vraiment, c'est urgent. Et j'en veux pour preuve, on n'a pas parlé du tout d'un des autres acteurs là-dedans, c'est ClearSpace. ClearSpace, qui était une démonstration financée fondamentalement par l'ESA de retrait d'un débris significatif en orbite. Et donc, ils ont bâti toute leur manip pour aller chercher un élément structural du lanceur Vega, qui s'appelle le Vespa. Donc ils ont tout monté, etc., et tout préparé, et pas de peau, Vespa a été impacté par un débris. Et donc a généré 7 nouveaux débris.
Du coup, ils ne savent pas très bien dans quel état ils se trouvent et ils ont été obligés de changer de cible. Voilà, donc on parle de... bon, j'espère que ton H2A il sera encore en bon état quand tu iras le chercher. Hein, mais voilà, donc c'est vraiment la constante de temps, c'est aujourd'hui. Hein. On parlait du Centaure qui a explosé pour la 4e fois en très peu de temps, des Langmarchis qui explosent tout le temps. Il est vraiment urgent d'agir. Merci beaucoup pour cette conclusion et merci à tous les quatre du coup de votre participation. Et je vais repasser à présent le micro à Boris Georgelin pour lancer les trophées. Merci, on vous applaudit avec chaleur.